Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans les vraies voix avec Philippe David, mon compagnon du jour et de la semaine et de l'année. Du lundi au vendredi. Et de la décennie peut-être. Et de la décennie. Qui sait, du siècle. non. On ne sait pas. Pas. Ça va très bien. Bah oui, carrément, on ne sait jamais. Hein. Ça sera mal entendu, ça peut marcher. Peut-être y arriver. Absolument. La légende du siècle. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a des gens à la direction qui viennent de faire des sauts au plafond en disant ils sont fous. Ces gens sont fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore comme bêtises? On a passé une très belle réunion en tout cas avec pas mal de sujets aujourd'hui au sommaire donc de cette émission. On va revenir sur le Rassemblement national qui se débarrasse d'un boulet politique. Son emprunt russe, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella annonce avoir remboursé avec 5 ans d'avance cet emprunt. Une façon aussi de se retirer une sacrée épine du pied. L'affaire de l'emprunt russe qui revenait toujours en pleine figure. Philippe, écoutez. Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe proche du pouvoir. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Vous entendiez, c'était lors du débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors on a parlé de dédiabolisation, certains disent qu'elle est terminée. Est-ce que maintenant la normalisation du RN est achevée avec le remboursement total de cet emprunt russe qui avait fait beaucoup jaser ? Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Et à cette question que l'on vous pose sur notre compte Twitter Sud Radio, remboursement de l'emprunt russe, est-ce l'aboutissement de la normalisation du Rassemblement national? Vous dites oui à 76%. Et puis aujourd'hui, vous l'avez entendu certainement, puisque c'est une visite officielle. On va évidemment évoquer cette visite de Charles III en France, 6 mois après un rendez-vous manqué à cause de la crise sociale sur les retraites. Le roi vient d'entamer sa visite de 3 jours. Il a atterri en début d'après-midi et au programme donc un dîner d'État à Versailles, un passage à l'Arc de Triomphe et à Notre-Dame et au marché aux fleurs Élisabeth II. Philippe. Oui Cécile, cette visite de Charles III qui est francophone, il parle très bien notre langue, il est très francophile, il apprécie même beaucoup la cuisine française et certains breuvages issus de ce pays, paraît-il. Est-ce qu'elle peut resserrer les liens entre la France et le Royaume-Uni 7 ans après le Brexit? Allez, on est en période de Coupe d'Europe de rugby, est-ce que pour vous l'Angleterre ce sera toujours la perfide Albion, ou est-ce que ce sont nos amis de l'entente cordiale? On attend vos appels au 0826 300 300. Et donc la visite de Charles III peut-elle resserrer les liens avec la France après le Brexit? Pour l'instant vous dites oui à 30%. Restez avec nous, en tout cas 0826 300 300 vous attend pour les débats et tout de suite nos invités. Les vraies voix Sud Radio. Invité chroniqueur, j'ai envie de dire. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir ma chère Cécile. Est-ce que ces sujets vous inspirent-ils, cher Philippe? Oui, je les aime beaucoup. Bah, vous les aimez beaucoup. Ça n'est pas le taux de la BCE. D'accord. Vous voudriez pas qu'on mette un peu des titres au string? The Queen. The Queen. Of the True Voices. Yeah. The Duke of Bilger. Vous voyez là pour la venue du roi d'Angleterre. The Duchess of Sadie and the Duke of Cotteress. Your accent is very bad. Alors, je vais faire la traduction si vous permettez. Madi Saidi est avec nous, conseillère en communication d'influence et auteur de Française venue d'ailleurs publié chez Stock. Bonsoir Madi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Avec nous ce soir, un petit nouveau à cette table, mais plus en tant qu'invité, mais en tant que vraie voix, c'est Bruno Cotteress qui est avec nous, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bonsoir à vous. On est ravis de vous accueillir en vraie voix. Réciproquement. Ouais, c'est cool. Ma chère Cécile. Oui. Il faudra qu'il parte avec un handicap lors du moment capital des vraies voix. Hein. Ah ouais, absolument. C'est qui Avant 18. Parce que sinon, c'est un avantage considérable. On va le lester, comme on dit. Et comme chaque jour, vous nous laissez des messages sur notre répondeur et on vous en remercie au 0826 300 300. Écoutez. Oui, bonjour Patricia de Montpellier. Bien, tout simplement pour dire que j'étais pour l'inscription des racines chrétiennes parce que c'est important de pouvoir aussi contrebalancer les associations comme la liberté, la libre pensée, etc., qui sont en train de nous enlever, déboulonner toutes les statuts au nom de la laïcité qui sont partout
et pour lesquels on se bat, les associations se battent comme elles peuvent, sous prétexte qu'ils supportent pas une statue de la Vierge, une statue de Saint-Michel-Archange dans un endroit, etc., alors qu'elles sont là depuis des millénaires. Cette culture, elle fait partie de nous, et puis défendre aussi, bien sûr, tout ce qui est vacances, ascension, etc. Merci. Ah oui, merci beaucoup Patricia de Montpellier. Elle réagissait au débat que nous avions fait hier, Philippe Bilger. C'est formidable cette séquence où nos auditeurs donnent une continuité à nos débats. C'est très passionnant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne s'arrête pas au présent. Ça a commencé hier et ça continuera demain. Absolument. C'est magnifique. Madi, Saïdi. Surtout sur ce sujet-là, la question de la laïcité, elle est très présente, et en ce moment en particulier. Donc évidemment, le débat va continuer ici et ailleurs, et c'est très bien aussi que les Français s'en saisissent. Et c'est bien discuté de toute façon d'évoquer ces sujets, Bruno Cotresse. Débat sans fin, absolument sans fin en France. On a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on revient sans cesse sur cette question. Par contre, c'est vrai que cette question, elle introduit des sacrés clivages politiques. Elle est l'objet de beaucoup de controverses dans l'espace public et beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension. On a l'impression que de part et d'autre, on a des arguments, des gens de bonne foi qui revendiquent différentes conceptions de la laïcité, et on tourne en rond, on n'avance pas. Par contre, c'est sûr que ça va devenir un enjeu de plus en plus important au plan politique et électoral. En tout cas, il va falloir prendre des décisions assez courageuses. Et vous savez, cette émission était aussi celle de nos auditeurs préférés, 0826 300 300. Et Arnaud nous appelle du Morbihan. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir. Merci de m'entendre. Je vous en prie. Comment ça va ? Ça va ? Oui, ça va bien. On a une petite tempête là qui nous rappelle le vrai climat breton. On avait oublié pendant tout l'été. Oui. Et voilà, mais tout va bien. Vous vouliez revenir sur le système de déchetterie qui sera modifié en 2024. Et là, vous n'êtes pas content. Et là, oui. Oui, voilà, mon coup de gueule est le suivant. On essaie de nous mettre en place par la communauté de communes Centre Morbihan. On essaie de nous mettre en place un système de cartes pour aller porter nos déchets. Jadis, il y a 2 ans, on pouvait porter ça gratuitement dans nos centres de tri. Maintenant, on est obligé d'avoir une carte avec une barrière qui s'ouvre pour pouvoir déposer nos déchets. Mais ça ne veut pas dire que vous allez payer, parce qu'il y a plein de communes qui le font et c'est totalement gratuit. Moi, j'ai une carte et c'est totalement gratuit. Oui. Pour l'instant, oui, mais c'est pas ce qu'on nous a dit à partir de janvier 2024. D'accord. Donc, j'anticipe un peu. Donc j'ai très peur que notre belle campagne bretonne, on trouve plein de déchets dans nos forêts, comme ce fut le cas dans les années 70-80, où on trouvait des vieux frigidaires, des vieilles carcasses, des voitures, etc. On va faire réagir les vraies voix, Arnaud. C'est vrai que faire payer les déchetteries, c'est une folie, parce que les gens qui veulent pas payer vont mettre leur vieux frigo au milieu de nulle part. Et même, peut-être que je ne suis pas le mieux placé pour parler de ce sujet, dans la mesure où ces tâches-là, je ne les accomplis pas tous les jours, mais dans des villes de province, Cécile, c'était un véritable parcours du combattant pour savoir où il fallait mettre les poubelles. Ça devient hallucinant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis c'est embêtant de faire payer dès lors où dans nos impôts locaux, on paye déjà. Des services bien sûr, en lien avec le tri des déchets, le traitement des déchets. Oui, c'est ça. C'est déjà payant en fait pour les professionnels qui viennent dans une déchetterie jeter par exemple les restes d'un chantier. Ils payent déjà. Par contre, normalement, pour les habitants d'une communauté de communes, il y a maintenant partout effectivement une lecture des plaques d'immatriculation quand on arrive à la déchetterie. C'est très bien organisé, ça discipline un peu les gens. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Mais alors avec les évolutions de la fiscalité locale, c'est vrai qu'il faut peut-être s'attendre à ce que ce soit payant. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça soit un peu moins gratuit qu'avant. En tout cas, vous restez avec nous, cher Arnaud. Vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. On va parler de quoi, Philippe ? On va parler. Est-il prioritaire de donner de l'argent à la cause mondiale LGBT ? Eh ben voilà, c'est une question à se poser. On en débattra dans quelques instants. Et bien sûr, vos réactions au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus avec toutes nos vraies voix et c'est jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
On est très content d'être de retour avec vous, comme tous les jours à partir de 17h jusqu'à 19h avec Philippe David. C'est vrai ou pas? En pleine forme. En pleine forme. Je vous ai pas demandé si vous alliez bien. Non. Ça veut dire que vous m'avez m'écoutez tellement pas. persécuté pendant la préparation de l'émission et devant témoins que vous ne pouvez pas vous permettre de me poser cette question. Et en plus, il dit vrai, c'est ça qui est fou. Philippe Bilger. Mon prochain livre, Le masochisme pour les nuls. Vous avez été sadique. Oui, pas assez, visiblement. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur de Française venue d'ailleurs chez Stock. Et Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et puis vous, au 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Vos 3 mots, Félix, bonsoir. Bonsoir, roi, pape et collégien. Allez tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur la création par la France d'un fonds pour la cause LGBT et vous dites dans le monde. Mais est-ce une priorité pour vous? Oui, alors c'est Catherine Colonna qui l'a voulu et qui l'a constitué. Entendons-nous, on ne peut pas abstraitement critiquer une initiative qui vise à soutenir la cause LGBT lorsqu'elle est attaquée, stigmatisée ou offensée dans le monde. Simplement, je me demandais si en France, cette cause LGBT, est-ce qu'elle est tellement défendue qu'elle n'exigerait pas des moyens supplémentaires? Je me demande si l'argent qu'on va dépenser, je crois que c'est de l'ordre de 2 millions et quelques, même davantage je crois, n'aurait pas été plus judicieusement adapté à la cause LGBT en France. Et deuxième élément, parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans certains pays il y a quelques années, voir un peu la manière dont le français était parlé et traité, j'aurais préféré qu'on attachât de l'importance par des subventions à la cause du français dans le monde. Quand je vois comment des consulats et des instituts français sont laissés à l'abandon, je crois que c'est largement aussi important que la cause que je viens d'évoquer. Madi Saïdi. Oui, je suis assez d'accord, notamment en termes de priorité. Je trouve qu'on a plein de sujets prioritaires. Là, on a eu le cas des restaurants du cœur, évidemment, les gens se sont mobilisés. Mais je pense à la cause du harcèlement, je pense aux violences faites aux femmes. Qui, voilà, 2 sujets qu'on a décrétés comme étant des causes nationales. Et malheureusement, on a beaucoup de mal à agir. Donc je trouve que oui, effectivement, en termes de priorité, moi, ça me pose question. Après, la priorité de chacun n'est pas celle des autres, Bruno Cotresse. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'au fond, il y a tellement de priorités. C'est un peu le problème du moment, d'ailleurs, en ce moment, en France. Il y a tellement de priorités. La grande difficulté, c'est la hiérarchie de ces priorités. Tout le monde considère que sa cause à lui est la plus importante. C'est vrai que soutenir, au fond, les LGBT, c'est effectivement très, très important. Il y a vraiment de la stigmatisation, etc. Mais il y en a d'autres, effectivement. C'est vrai, j'ai particulièrement trouvé cette semaine incroyable interview qui a été donnée, ou les réactions qui ont été données par les présidents d'associations de lutte contre la grande pauvreté reçues par le chef de l'État. Et là, on tombe de haut quand on les entend et on n'en revient pas. On dit c'est pas possible que dans notre pays riche, on n'ait pas encore réglé ce problème de la très grande pauvreté. Tout de suite, 3 mots dans l'actu. Les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Et vos 3 mots, Félix, sont roi, pape et collégien. Charles III est arrivé à Paris pour sa visite d'État de 3 jours en France. Le roi et la reine Camilla ont rejoint le couple Macron à l'Arc de Triomphe cet après-midi pour raviver la flamme du soldat inconnu. Après le roi à Versailles, le pape à Marseille, embouteillage au stade Vélodrome qui accueille un match de rugby France-Namibie demain soir à la veille de la messe papale géante. Et puis un collégien interpellé par la police en plein cours à Alfortville pour des messages de harcèlement transphobe. Le gouvernement revendique un message fort adressé aux harceleurs. Les vraies voix Sud Radio. L'avion royal aux couleurs britanniques s'est posé à 14h à l'aéroport d'Orly. Charles et Camilla accueillis sur le tapis rouge par la première ministre Elisabeth Borne. Direction l'Arc de Triomphe où ils ont retrouvé le couple Macron pour raviver la flamme du soldat inconnu, puis descendre les Champs-Élysées. 120 ans après l'entente cordiale franco-britannique. Quoi de mieux qu'un bon dîner finalement pour recoller les morceaux après le Brexit. Cette première journée se terminera donc à table à Versailles. Au fourneau, le chef triplement étoilé Yannick Aleno. Il a prévu une volaille, même si le roi Charles III n'est plus vraiment un gros mangeur de viande. Il se laisse aller de temps en temps sur une volaille, il mange pas mal de légumes, il adore les champignons, donc on aura quelques cèpes gratinés pour accompagner
cette poularde que j'ai appelée la poularde de Ledoyen. Je voulais leur faire une poularde digne des grands plats français, avec une grande sauce qui est faite à base de champagne, moitié chandon, et qui sera radiée avec un beurre de levure séchée. On aura une sauce qui sera vraiment complexe, et je pense que la sauce est la grandeur de la cuisine française. C'est ce qui la différencie de toutes les autres cuisines. On a des consignes évidemment déguisées, puisque on reçoit un chef d'État, un roi, et on se doit de répondre à ses goûts. Donc il adore la volaille, et il y aura une extraction de maïs qui sera servie pour faire la sauce. Alors Philippe David n'en peut plus, il fait une tête incroyable. Le chef Yannick Aleno ce matin dans le Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger, journée forte en symbole pour le chef cuisinier qui vient d'ouvrir d'ailleurs un restaurant à Londres justement. Quelqu'un a reçu une invitation? Non, non, malheureusement. Et allez, deuxième mot. Après le roi et le pape, ce sera vendredi à Marseille. Oui. Après-demain, mais d'ores et déjà, dans de nombreuses zones de la cité phocéenne, les difficultés de circulation commencent. Un stationnement interdit, des rues fermées, notamment aux abords du stade Vélodrome. Ça risque de poser problème aux supporters qui viennent assister au match du 15 de France contre la Namibie demain soir. C'est la crainte de Caroline Califano, la directrice des sites de Marseille pour France 2023. En fait, la crainte, c'est que les gens partent tard, arrivent au dernier moment au stade, ne trouvent pas de place pour se garer et en fait arrivent tout simplement après le début du coup d'envoi du match. Pour nous, ce serait vraiment regrettable. En plus, on a vraiment à cœur de recevoir notre équipe de France, avec tous ses supporters. C'est la seule fois que l'équipe de France va passer à Marseille, donc on a vraiment envie que ce moment-là soit une belle fête pour tous les Marseillais, pour tous les supporters et pour tous les détenteurs de billets qui vont faire le déplacement. On recommande vraiment d'arriver dès l'ouverture des parvis à 18h pour ceux qui le peuvent et surtout emprunter les transports en commun. Il n'y a aucune raison pour que les choses se ne passent pas bien si on passe les bons messages. Des propos recueillis par Lionel Maillet pour Sud Radio à Marseille. Est-ce que ça vous fait peur cette messe? Est-ce que vous avez peur de débordement ou autre chose, Philippe Bilger? Non. J'espère que non. Enfin, franchement, tout est possible dans le monde et à Marseille, mais je n'y crois pas tout de même. Bruno Cotresse non plus? Non, je pense pas non plus. Les débordements, ils viennent plutôt dans les événements sportifs. D'ailleurs, on a vu davantage dans le football que dans le rugby récemment. Pour le moment, dans le rugby, ça se passe bien. Ceux qui regrettent, qui ne pourront pas assister, il y aura le match d'ouverture des Jeux Olympiques dans le tournoi de football. Il sera à Marseille. L'équipe de France va jouer à Marseille pour le match d'ouverture du tournoi de football des JO. Donc là, ça se passera bien, on l'espère aussi. Et Madi, non? Ou c'est pareil? Non, je pense qu'il n'y aura pas d'incident, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et allez, troisième mot. Et ce collégien interpellé en plein cours hier car soupçonné de harcèlement. Et oui, faut-il y voir l'électrochoc souhaité par Gabriel Attal sur le harcèlement scolaire? Hier, à Alfortville, dans le Val-de-Marne, les policiers ont débarqué en plein cours pour interpeller un collégien accusé de harcèlement contre une lycéenne transgenre. Alors le gouvernement, de son côté, salue un message fort adressé aux harceleurs, mais d'autres s'étonnent de la méthode. Par exemple, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, ce matin sur France 2. J'ai entendu parler de cette interpellation musclée en plein cours qui manifestement a choqué les élèves, la communauté enseignante, les parents d'élèves. Et on se dit qu'on est passé peut-être d'années d'inaction ou d'incompréhension sur le sujet, de déni parfois. Et là, tout d'un coup, on est dans Walker Texas Ranger, quoi. Donc il y a une disproportion totale. Ça aurait pu attendre peut-être l'heure de la récréation ou la fin des cours. Par exemple, je pense pas qu'on était à 1 heure près sur ce mineur en plus. Ça n'excuse rien à ce qu'il a fait, mais quand même. Marine Tondelier, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, ce matin sur France 2. Forcément, les associations ne l'entendent pas de cette oreille. Par exemple, l'association Hugo qui nous écrit « Je fustige avec vigueur les propos de Marine Tondelier sur cette arrestation à Alfortville. Des propos inquiétants et dangereux. La médiation promise par Europe Écologie Les Verts est dangereuse. Les remontées de terrain le prouvent. Et sinon, l'élève harcelé joue-t-il à Walker Texas Ranger? Je ne crois pas. Et c'est lui qui est la victime, personne d'autre. Voilà pour la réaction des associations qui saluent plutôt finalement cette méthode un peu musclée pour dissuader les harceleurs à l'avenir. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Philippe Bilger. On aurait pu rêver dans un monde idéal de modalités d'interpellation plus délicates. Mais on constate d'abord que les mêmes qui ont dénoncé l'inaction de la police aujourd'hui dénoncent l'interpellation de ce harceleur dans la classe. Et deuxième élément, bizarrement, la France ne parvient à trouver un juste milieu qui adviendra peut-être que lorsqu'elle ait atteint l'extrême de la rigueur. Elle y arrivera. Et restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur ce remboursement de l'emprunt russe. Est-ce l'aboutissement finalement de la normalisation du Rassemblement national? On va en parler avec notre invité, Kevin Mauvieux, qui est avec nous, député de l'Eure et porte-parole du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Petite question, juste pour avant de faire une petite pause. Est-ce que c'est finalement la fin du fil à la patte du Rassemblement national avec la Russie?
Quel fil à la patte? De quel fil à la patte on parle? Du caillou dans la chaussure. A-t-il déjà existé? Caillou dans la chaussure si vous voulez, fil à la patte, j'y crois pas. D'accord, allez, on en parle dans quelques instants. Subtilité. On fait une petite pause. À tout de suite, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Et vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes sur Sud Radio. On vous remercie beaucoup. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter tout au long de la journée, du matin très tôt au soir très tard et même le week-end entier. Merci de vous être abonnés à notre chaîne YouTube. En attendant, nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur de ce livre venu d'ailleurs, publié chez Stock, et puis Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, et vous au 0826 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et le solde de tout compte d'un prêt bancaire devenu un boulet politique, le Rassemblement national se débarrasse de son emprunt russe. Le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella annonce avoir tout remboursé avec 5 ans d'avance. Une façon aussi de s'enlever cette épine du pied, peut-être, l'affaire de l'emprunt russe qui lui revenait toujours en pleine figure, Philippe. Oui, Cécile, et cette affaire qui lui avait été reprochée, qui avait été reprochée à Marine Le Pen par Emmanuel Macron lors du débat de l'entre-deux tours. Alors on a beaucoup parlé de la dédiabolisation, depuis maintenant 12 ans que Marine Le Pen a pris la tête du RN. La dédiabolisation, certains éminents politologues, on en a d'ailleurs un avec nous, dit qu'elle est terminée. Est-ce que maintenant, avec la fin de l'emprunt russe, on peut parler vraiment de normalisation ? Vous pensez que oui, vous pensez que non. Un seul numéro pour réagir, le 0826 300 300. Avec notre invité ce soir, Kevin Mauvieux. Bonsoir, merci d'être avec nous, député de l'Eure et porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. On va revenir avec vous dans quelques instants. Philippe Bilger, ce moment qui n'est plus un flottement, qui était visiblement un problème pour le Rassemblement National, ça y est, le dossier est terminé. Je n'avais pas trouvé très élégante la riposte du président de la République lors du second débat. J'avais pas trouvé ça très élégant. Si vous permettez, on va la réécouter pour ceux qui s'en souviennent pas. Écoutez. Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, proche du pouvoir. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Voilà, c'est ça. De la même manière que j'avais trouvé discutable, sous votre contrôle, Bruno, les conclusions de la commission d'enquête qui disaient qu'en gros, la vision internationale de Marine Le Pen était inspirée, en réalité, par ses liens avec la Russie, financiers avec la Russie. Une fois cela dit, je crois que ça va débarrasser le Rassemblement national d'un boulet lié à cet emprunt qui est remboursé, mais ce que je crois, c'est qu'il demeurera toujours, même si pour ma part, je crois qu'elle fait tout ce qu'elle peut et elle y réussit pratiquement à dédiaboliser, il restera toujours le reproche qui revient sans arrêt que dans les fourgons du Rassemblement national, il y a quelques nostalgiques du nazisme et du fascisme, il y en aura toujours, et je suis persuadé que les adversaires compulsifs du Rassemblement se feront un plaisir de le rappeler. Madi Saïdi. Alors sur l'emprunt, il faut aussi revoir les conditions de cet emprunt. Elle est allée emprunter en Russie parce que personne ne voulait lui prêter de sous en France. Donc il y a aussi cette réalité qui l'a contraint à aller chercher de l'argent en Russie. Est-ce que c'était un caillou dans sa chaussure? Oui, à l'évidence, oui, je pense que oui, parce qu'on lui a beaucoup reproché. On lui a beaucoup reproché sa proximité avec la Russie. Est-ce que c'est une normalisation? Je pense qu'au-delà même de ce prêt, le RN, en tout cas ce qui est devenu le FN, le RN aujourd'hui, il y a une espèce de normalisation et de dédiabolisation, même dans des populations qui, avant, auraient honte de dire qu'ils voteraient. Moi, je le vois dans des populations dites issues de la diversité, encore un terme que je déteste. Très assumé, c'est ça. Qu'ils assument complètement. Ouais, c'est ça. Donc la dédiabolisation, elle est réglée depuis longtemps et je pense qu'elle va vers une normalisation. Bruno Cotresse. C'est clair que sur le lien avec la Russie, il y a eu plusieurs éléments très, très marquants, très significatifs récemment. Dans son discours dimanche à Beaucaire, Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais je crois Marine Le Pen, dit le martyr du peuple ukrainien. Et on voit qu'effectivement, ils ont pilonné sur cette idée qui est que pour eux maintenant, c'était la Russie, l'agresseur, le martyr, le peuple
ukrainien. Il y a eu à un moment donné quelques petites bizarreries quand même, en tout cas quelques petites subtilités sur c'est le martyr, mais ça va dépendre aussi des armes qu'on leur donne. Il ne faut pas rentrer dans la logique de guerre, etc. Mais on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Et dernier point, triple coup pour le Rassemblement national sur cette affaire. Un, ça envoie un message d'un bon gestionnaire. Ne dit-on pas que celui qui rembourse ses dettes s'enrichit. Ça envoie le message aussi que ce parti faudrait dire à Bruno Le Maire, vu la dette française. Se porte pas mal, effectivement, clarification sur la Russie. Kevin Mauvieux, je me souviens d'une phrase de Jordan Bardella qui parlait de naïveté collective sur le sujet de la Russie au sein du Rassemblement national, qui lui a valu de se faire un peu taper les doigts par Marine Le Pen. À l'époque, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que finalement, il y avait un peu quand même de dissonance entre Marine Le Pen et Jordan Bardella? Non, il n'y a jamais eu de dissonance entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. En tout cas, sur ce sujet-là, peut-être. Mais même sur ce sujet-là, je pense que quand il parle de naïveté, et c'est pour ça quand vous m'avez interrogé tout à l'heure avec la petite question, je vous ai dit plutôt caillou dans la chaussure, parce qu'en réalité, la forme de naïveté, ça a été de penser que jamais on nous le reprocherait. Oui. Ça peut être naïf de se dire que jamais on nous reprochera d'avoir fait un emprunt à la Russie, même si, comme vous l'avez très bien dit, on n'avait pas le choix. C'était un caillou dans la chaussure dans le sens où ça donnait du grain à moudre à des personnes qui, ne trouvant rien à attaquer dans le programme, vont attaquer sous la ceinture, avec ce caillou dans la chaussure, en attaquant un prêt qui en réalité ne nous liait à rien. Des millions de Français font des prêts pour acheter des maisons et ne doivent rien à Emmanuel Macron. Là, c'était la même chose, il s'agissait d'une banque indépendante. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, le crédit a été racheté, on y était absolument pour rien. Mais effectivement, le fait de rembourser ce crédit en avance, c'est aussi une façon de bien montrer dans les faits qu'on n'a absolument rien à voir avec la Russie, qu'on ne doit absolument rien à la Russie, si ce n'est rembourser un crédit comme n'importe quel consommateur fait un crédit. Et comme vous l'avez dit très justement aussi, les attaques sous la ceinture, y compris du président de la République qui ne trouve rien d'autre qu'à attaquer un crédit ou à faire un rapport à l'Assemblée nationale qui ne donne pas la réalité des faits, parce que c'est pareil, le rapport d'enquête à l'Assemblée nationale, on a auditionné des représentants des services secrets, etc., qui nous ont tous dit il n'y a pas d'ingérence russe au Rassemblement national, et le terme employé par ces professionnels-là, ça a été de dire c'est une rhétorique politique. Tout était dit dans ce rapport, mais après ils l'ont orienté politiquement, ça c'est le jeu. Donc voilà, c'est une page qui se tourne, et c'est pas un mal. Mais aujourd'hui, avant de redonner la parole aux vraies voix, quand vous allez voir, enfin, entre-temps, vous avez gagné comme 88 députés, vous en aviez 7 lors de la dernière mandature. Quand vous allez voir une banque française, maintenant, elle vous prête sans problème? Alors je ne sais pas, je ne suis pas le trésorier du RN, et on ne fait pas de demande. Ils ont la dotation de l'État maintenant. On a la dotation, mais on continue à rembourser d'autres crédits. Il y a d'autres crédits à rembourser. Mais après, vous avez raison, la question qui va se poser, c'est c'était la création, je vous coupe, d'une banque de la démocratie. C'était Bayrou qui l'avait demandé il y a quelques années. Et oui, et qu'on a reprise, que Marine Le Pen avait mise dans son programme. Elle a toujours dit, et Emmanuel Macron, tous les dirigeants politiques ont toujours dit il faut une banque de la démocratie, de sorte que tous les partis puissent se financer pour les campagnes, d'éviter les ingérences étrangères et d'éviter les risques de corruption. Vous savez que quand vous êtes député à l'Assemblée nationale, même si c'est un autre plan, c'est un peu la même chose. Vous avez des frais de mandat. Les frais de mandat qui vous sont donnés pour gérer votre mandat, pour éviter de vous faire inviter par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, pour éviter les ingérences, les corruptions, les lobbies, etc. Ben là, c'est la même chose avec les partis politiques. La banque de la démocratie, elle sert à financer un fonctionnement démocratique sain. Si elle avait été mise en place, on n'aurait pas cette problématique. Et j'ose espérer, puisqu'Emmanuel Macron ne tient pas ses promesses et ne met pas en place cette banque de la démocratie, j'ose espérer que dans les années qui viennent, les banques françaises vont accepter de prêter de l'argent au premier parti d'opposition de France pour les différentes élections. Vous souhaitez la création d'une banque de la démocratie en disant que ce serait juste qu'il n'y ait pas de parti exclu du financement. Appelez-nous au 0826 300 300. Kevin Mauvieux, les européennes sont pas si loin. Forcément, ce remboursement, on le lie d'une manière ou d'une autre aux européennes. Est-ce que vous aussi, vous soyez sincère, est-ce que forcément ça aurait été un problème encore, on vous l'aurait encore ressorti et finalement aujourd'hui on fait table rase? Comme je vous le dis, c'est pas un problème parce qu'on ne devait rien à personne à part un crédit. Oui. Après, politiquement, oui, ça permet d'évacuer un sujet et ça permet, nous en fait notre objectif à travers ça, c'est de permettre de débattre sur le fond des vraies problématiques qui vont engager l'Europe, qui vont engager les Français, de ce que vont vivre les Français à travers ces élections, de bien démontrer les enjeux européens sur le territoire national et de pas tourner pendant des semaines sur « Oh là là, attention, si vous votez pour Jordan Bardella, il va devoir être soumis à Poutine. » Bon, c'est terminé, on a remboursé, on n'a jamais rien dû à personne, mais maintenant dans les faits, c'est fait. Donc on l'a pas fait pour les européennes, on l'a fait pour le global, pour faire taire ce petit bruit qui essaye de faire tourner la Macronie et les opposants. Mais oui, ça va servir les européennes évidemment, ça permettra d'avoir un autre débat.
Monsieur le député, on vous reproche pas à cause ou grâce à votre comportement à l'Assemblée nationale, de mettre en œuvre ce que j'appellerais une stratégie de l'apparence et en soutenant que le fond de votre programme n'a pas changé. Mais j'aimerais vous questionner sur un point précis. Lorsque, par exemple, le Rassemblement national invoque la préférence nationale, je considère en tant que citoyen que j'ai le droit de contredire politiquement cette vision, mais qu'elle n'a rien d'immoral. Comment expliquez-vous que parfois, à l'égard du Rassemblement national, on ait une sorte de faiblesse dans l'argumentation politique parce qu'on renvoie en permanence à une sorte d'opprobre éthique, comme si le Rassemblement national était pestiféré alors qu'il a 88 députés et que, mon Dieu, on a démontré avec Jordan Bardella et le président de la République qu'il a réintégré, paraît-il, l'arc républicain. Tout simplement, je répondrai deux choses à ça. La première chose, c'est qu'on fait peur aux partis en place macronistes au sens large, c'est-à-dire de la gauche, voire l'extrême gauche, jusqu'à LR, parce qu'en réalité, la Macronie, c'est un peu une composante de tout ça. On leur fait peur parce qu'ils sont en place depuis des décennies, sous différentes nomenclatures, et là, ils s'aperçoivent qu'ils perdent pied. Donc, au lieu d'attaquer les idées, comme ils l'ont fait pendant des années à l'époque du FN, on attaquait les idées. Aujourd'hui, on essaye de dire que le RN, ce sont des pestiférés, parce que c'est le seul argument qui leur reste pour essayer de faire peur. Parce que, à côté de ça, il y a une deuxième réponse à apporter, c'est qu'on est un peu le parti du bon sens. On peut ne pas être d'accord avec nos idées. Quand vous parlez de la préférence nationale, vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de le défendre. Mais nous, on considère que c'est du bon sens, et aujourd'hui, la population, dans sa grande majorité, considère que c'est du bon sens. Comment vous voulez démonter un argument considéré de bon sens ? Vous ne pouvez pas. Donc comme vous ne pouvez pas, vous allez à la facilité, vous tapez sous la ceinture et vous faites passer, comment dit l'expression, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est exactement ça. Plutôt que d'essayer de répondre à son chien ou de l'éduquer, on fait croire qu'il a la rage. Et bien là, c'est la même chose, on fait croire que le RN a la rage. Bruno Cotresse. Moi, j'aimerais vous interroger sur un point qui a retenu mon attention récemment. Dans le discours qu'il a prononcé avant Marine Le Pen à Beaucaire, Jordan Bardella, à la fin, dit « Nous sommes les jours heureux contre les passions tristes », réutilisant le vocabulaire d'Emmanuel Macron, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se trame derrière ça ? Je pense qu'il se trame une analyse qui est réelle, c'est-à-dire que depuis qu'Emmanuel Macron est au gouvernement, il a beau avoir utilisé cette expression, les gens sont, la société est de plus en plus triste, les gens sont de plus en plus tristes. On voit les enquêtes d'opinion sur l'approche des gens vis-à-vis de la société. Est-ce que vous êtes optimiste ? Comment est votre morale ? On voit que ça a tendance à décliner ou à se stabiliser, mais ça reste à des niveaux très bas. Le pouvoir d'achat n'est pas là. Les gens ne vivent plus, les gens ne se soignent plus. On a un Français sur 3 qui renonce à des soins. On a un Français sur 5 qui saute des repas. C'est triste tout ça. Et donc nous, ce qu'on veut, ce qu'a voulu exprimer Jordan Bardella à travers cette phrase, ça a été de dire que, contrairement à tous ces politicards qui essayent de vous faire croire que le RN, c'est le sombre, c'est le triste, nous, en réalité, on est le parti du bon sens, et on est le parti des jours heureux, on est le parti du pouvoir d'achat, on est le parti des soins dans les déserts médicaux. Kevin Mauvieux. De Fabien Roussel. Oui, Kevin Mauvieux, avant de prendre Arnaud qui nous appelle du Morbihan, vous étiez LR, aujourd'hui vous êtes Rassemblement National. On dit toujours qu'il y a, certains disent qu'il y a une superposition de sujets entre les deux. Pourquoi ? C'est quoi la différence finalement entre les deux aujourd'hui, puisque vous avez changé de camp ? Il y a un parti d'opposition et il y a un parti de la majorité. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, le nombre de fois où je me suis fait un peu huer par mes anciens collègues LR, que je connaissais pas forcément d'ailleurs avant, parce que sur plein de textes, plein d'amendements, ils se couchent, ils votent pour, on fait une suspension de séance parce qu'ils sont contre, ils vont parler avec Bruno Le Maire, ils vont parler avec Monsieur Lescure, puis on reprend 3 minutes après, et puis ça vote pour. Combien de fois je leur ai dit dans l'hémicycle, mais qu'est-ce que je suis heureux d'avoir quitté votre parti de serpillière, où en réalité vous vous couchez tout le temps devant la Macronie et vous n'avez plus de conviction. À part, vous avez un tuba. Le tuba, c'est de reprendre le programme du RN et de l'afficher en avant, mais bon voilà, ça ne marche plus. Donc si je suis parti au RN, c'est parce que je suis opposant à Macron et que j'ai des valeurs qui correspondent à celles du RN. Ça va leur faire plaisir. 0826 300 300. Arnaud est avec nous en direct du Morbihan. Bonsoir. Rebonsoir Arnaud. Oui, bonsoir à tous les intervenants à nouveau. Oui, à propos de l'emprunt russe, pour le RN, je pense que c'est un faux problème parce que on connaît tout le contexte de l'emprunt qui avait été demandé aux banques françaises et refusé. Donc on comprend très bien que le RN était frappé ailleurs.
à la porte des Russes, bon, à l'occasion, mais bon, l'argent, c'est voilà, c'est une banque. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de débat là-dessus. En revanche, le RN maintenant fait partie du système, qu'on le veuille ou non, parce qu'il est à l'Assemblée nationale. Donc on peut déjà, au bout d'un an, parler d'une certaine usure du pouvoir, même s'ils ne sont pas au pouvoir, c'est 89 députés. Mais il a sur sa droite Reconquête qui prend de plus en plus d'importance, et parce que justement Reconquête ne fait pas partie de l'Assemblée nationale, et donc on peut penser que le RN a quand même de beaux jours devant lui, mais il a sur sa droite des gens qui peuvent récupérer le mécontentement encore plus qu'eux-mêmes au RN, parce qu'ils sont encore une fois à l'Assemblée nationale. Oui. Merci beaucoup Arnaud. La posture dont parlait tout à l'heure Philippe Bilger, du silence à côté du bruit que font certains autres, c'est une stratégie payante aujourd'hui, mais du coup on a l'impression de moins entendre ce que vous revendiquez, votre programme, voilà, donc on vous entend plus. Tout le monde dit ils sont en costume à l'Assemblée nationale, ils sont très sages, très polis. Cette stratégie-là, est-ce qu'elle va être payante jusqu'au bout ? Je vais vous dire honnêtement, il faut qu'elle le soit, parce que c'est pas une stratégie, on est naturel. Et vous l'avez. Non, n'exagérez pas. Non, vraiment. Ah, mais vraiment. On a connu d'autres moments où c'était pas vraiment naturel. Ah oui, mais attention, vous confondez l'espace médiatique d'une campagne où vous contestez fortement. Et puis, quand vous êtes dans l'institution de l'Assemblée nationale, c'est deux moments différents et c'est deux endroits différents que certains ne respectent pas. Et peut-être que ceux-là, on les entend plus. Mais vous l'avez dit en plus dans votre phrase, quand vous avez débuté votre propos, vous avez dit on vous entend moins à côté de certains. Ben oui, à côté de certains, effectivement, parce que quand vous avez en face de vous une extrême gauche NUPES qui passe son temps à vociférer, à hurler, à insulter, à marcher sur des visages, Bon, oui, forcément, on n'entend qu'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne nous entend pas, nous. C'est juste que nous, quand on s'exprime... Mais là, on ne vous entend pas contester, par exemple. On ne nous entend pas contester. Contester, c'est-à-dire que vous dites qu'avant, vous faisiez du bruit parce que vous contestiez, et là, on ne vous entend pas contester ce que dit sur la France Insoumise, par exemple. Ah, mais c'est parce qu'on conteste. Vous êtes plutôt tapis dans le... mais pas du tout. Ah, mais alors, si vous voulez, je vous invite à une session de vote tiens, pour le PLF. C'est une question, hein. Moi, voilà. Mais non, mais moi, je vous réponds par les actes. Il n'y a rien de mieux que les actes. Je vous invite à l'Assemblée nationale, si vous voulez, on prend contact, je vous fais venir à une séance. Vous verrez qu'on ne se tait pas du tout. Simplement, on dit les choses avec courtoisie, respect des institutions. Et on les dit les choses quand même, mais avec courtoisie, respect des institutions. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'étais en commission des affaires sociales. On est en train d'étudier le texte de loi sur l'emploi. À un moment, je ne sais plus ce qu'on a dit, c'est une collègue qui a pris la parole. La NUPES, ça y est, on entend le RN. Mais forcément, ils ont déposé, on est en train d'étudier, on a 800 amendements à étudier. 800 amendements. Sur les 800 amendements, il doit y en avoir les 80-90% qui viennent de la NUPES, qui sont les mêmes. À une virgule près, à un S près à la fin d'un mot, à un pourcentage près. Ce sont les mêmes, parce qu'ils ont envie de se faire voir, de faire du bruit, de faire des vidéos, donc effectivement on n'entend que... Mais ça ne nous empêche pas, nous, de contester, on prend la parole, on conteste, et je vous invite à venir à l'Assemblée, vous verrez qu'on le fait, mais qu'effectivement, avec un peu moins de décibels et un peu plus de respect. Merci beaucoup Kevin Mauvieux d'avoir été plus le temps à priori de nos côtes. Je reviendrai si vous voulez. De l'heure, il faut choper la parole, Bruno, parce que moi, personne ne réagit, moi j'y vais. Et porte-parole du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. J'étais pas d'accord avec une chose de notre auditeur, si j'ai une seconde pour répondre. Très court, quand il dit que maintenant qu'on est à l'Assemblée nationale, on a l'usure du pouvoir et que les gens du coup vont probablement se désintéresser avec Reconquête à notre droite, je pense qu'au contraire, les gens voient que contrairement à ce qu'on leur a vendu pendant des années, on est très sérieux, très respectueux, et au contraire, on va attirer beaucoup de personnes qui avaient peur de nous avant parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on valait. Merci beaucoup Kevin Mauvieux, député de l'Eure et porte-parole du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, justement. On fait une petite pause et on revient dans quelques instants avec le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a dit ? 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous. Ça va Philippe Bilger ? De mieux en mieux, ma chère Cécile. Tant mieux. Président de l'Institut de la Parole, Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur de Françaises venues d'ailleurs, publié chez Stock. Bruno Cotresse est avec nous, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et vous voulez de la culture dans cette émission ? C'est ça, vous nous demandez de la culture. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu avec Arnaud qui nous appelle du Morbihan. Est-ce que, cher Arnaud, vous avez révisé vos fiches, j'ai envie de dire ?
J'ai révisé mes fiches. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Mais si, vous serez à la hauteur, bien entendu. Alors, je vous rappelle que on pose une question, vous êtes le premier à répondre. Les autres n'ont pas le droit de répondre. Si vous donnez une fausse réponse, c'est à eux de répondre. Allez, on commence tout de suite. C'est une question qui c'est qui l'a dit au sujet de François Hollande. Ce n'est pas que je le hais, mais je le méprise. Qui a pu dire ça? Arnaud. Allez, une chance. Jean-Marie, qui a pu dire ça? Oui. Vite. Allez. Hollande. Sarkozy, bonne réponse de Philippe Bichard. Nicolas faut répondre. Sarkozy. Alors Bruno, tu as le droit de... Ouais, allez-y. Qui c'est qui l'a dit sur le fait de taxer les billets d'avion? Je n'ai pas l'obsession de la taxe, j'ai l'obsession de la transition écologique. Je donne ma langue au chat. Il est ministre. Clément de Beaune. Bonne réponse de Maggie Saidi. Clément Beaune. Il n'est pas noble, c'est Clément Beaune. Beaune. Vous l'avez anobli. Oui, il est peut-être de Beaune. Il est peut-être de Beaune, vous avez raison. Absolument. Une question, qui c'est qui l'a dit? Attention, écoutez bien, mon cher Arnaud. Vous vendez souvent à perte, vous, des produits? C'est pas un homme politique. Qui demande... Michel-Édouard Leclerc. Non. Michel-Édouard Leclerc. Pouyanné. Le PDG de Total. Oh, il a dit en premier, c'est Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné. Qui c'est qui l'a dit au sujet en réponse à Patrick Pouyanné? J'ai envie de dire un peu de solidarité. Le maire? Pardon. Non, c'est pas le maire. Arnaud? Arnaud, c'est une femme. C'est une femme. Elle n'est pas ministre. Ah mince. Aucune idée. J'ai envie de vous dire Hôtel de la Sey. Oh, Braun-Pivet. Bonne réponse de Philippe Bilger. Présidente de l'Assemblée nationale. Question, qui c'est qui l'a tweeté? Écoutez bien, cher Arnaud, au sujet de la manifestation contre les violences policières. Je pense qu'il y a une minorité de gens qui pensent que les policiers sont racistes et commettent des violences policières. Alors on va vous dire, c'est un ancien ministre, mais il ne l'est plus. C'est pas Mélenchon? Non. Castaner? Non. Ah non, il n'a jamais été ministre. Non, Mélenchon aussi, il a été ministre, mais il y a très longtemps, Mélenchon. Il a été ministre de Jospin. Non, mais lui, Tu vois qui? Ah si, il a été ministre à l'époque. Secrétaire d'État. Secrétaire d'État, oui. Oui, enfin, il était au gouvernement. Allez-y. Moi, j'ai foiré, j'ai dit Castaner. Non, pas du il tout. était proche de Castaner à l'époque. Très proche de Castaner. Et il est Non, et il est à la préfecture de police aujourd'hui. Nunez. Bonne réponse, Laurent Nunez. C'est à peine inspiré par ses C'est gentil. Qui c'est qui? Vous l'avez donné combien pour qu'elle vous souffle Oui, comme mais ça? vous allez de l'autre côté. Non mais Philippe, j'inspire les gens. Laissez-moi tranquille. Qui c'est qui l'a dit au sujet des européennes? J'incarnerai une liste de rassemblement et de convergence si les listes sont séparées. Arnaud, je vous aide. Elle est chroniqueuse sur TPMP. Alors là, ça y est, on lui a donné. Et elle est ex-candidate de la présidentielle. En 2007, alors voyons, vous êtes là. Elle n'a pas pour prénom Ségolène. Ségolène Royal. Allez, vous avez marqué un point, Arnaud. Vous avez été un peu aidé par Ségolène Royal. Allez, la dernière question et ensuite on dévale. Qui c'est qui l'a dit sur le projet de loi immigration? Tout ça, c'est du baratin. La seule solution, c'est le référendum. Qui a dit ça? Un ancien journaliste devenu candidat. Éric Zemmour. Bonne réponse d'Arnaud. Arnaud. Bravo. Allez, bravo. Bon, c'est Philippe Bilger qui a gagné. 3 pour lui, 2 pour Arnaud, 1 point pour Bruno, 1 point pour Madi. Il n'y a pas de famille aujourd'hui. Voilà, exactement. Non. Et dans quelques instants, dans une petite dizaine de minutes, le tour de table de l'actu. Madi, on parle de quoi avec vous, le tour de table de l'actu? De la crise migratoire. Avec vous, Bruno Cotresse. Le retour du sujet immigration dans les européennes. Et vous, Philippe Bilger. Sarkozy, mauvais génie, DLR. Eh ben, ça va être passionnant. Restez avec nous. On revient dans un instant. Petite pause. Et bienvenue, c'est Les Vraies Voix sur Sud Radio. Mais grave. Allez, on fait ça. Allez, tout de suite, le top clic de Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio, c'est le top clic. Et parmi les hashtags les plus utilisés ce soir, on trouve Charles III. Avec par exemple ces images de la descente des Champs-Élysées par le roi et la reine, en compagnie d'Emmanuel Macron et de son épouse, des images qui disent toute la ferveur populaire autour de cette visite d'État. Oui,
Bon, non, mauvais exemple que cette vidéo partagée sur Twitter par Omerta. Les Gaulois réfractaires de sortie, comme avant le discours d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. On rappelle qu'il y a 6 mois, il avait fallu ajourner la visite en plein mouvement contre la réforme des retraites pour éviter les images de carrosses royales circulant entre les poubelles non ramassées. Oui, Tiens, d'ailleurs, pour parfaire la carte postale du village gaulois où l'on aime se chamailler, venons-en au point Hidalgo. #saccage Paris. La mairie n'a pas cru nécessaire de faire réparer les candélabres à l'étoile pour la visite de Charles III, s'agace Enzo Morel, photo à l'appui, puis de reprocher ensuite à la maire son absence alors qu'elle est à New York pour un événement intitulé La Semaine du Climat. La maire de Paris absente de la capitale pour l'accueil de Charles III et Camilla. Quel affront, quelle honte pour les Parisiens, ajoute ce dénommé Enzo. Alors on espère que le roi n'a pas été trop choqué. Heureusement que la journée se terminera par un banquet, enfin par un dîner d'État à Versailles. On espère que le homard bleu sera bien frais, pas comme le poisson d'ordre alphabétique. Ça vous choque que la maire de Paris ne soit pas là, Anne Hidalgo, Bruno Cotresse? J'imagine que son agenda a été surchargé. Ah. Voilà, sinon, c'est pas habituellement dans ses habitudes de bouder à une réception si importante. Oui. D'autant que la France, rappelons-le quand même, elle a quand même dû retarder la visite du monarque britannique. Deux fois, Oui. voilà, on est un peu sur, on est un peu dans les petits souliers par rapport à ça. C'est un peu historique quand même, oui. Clairement. Oui. Je ne crois pas qu'on peut rajouter ça comme grief. Madi, peut-être non. Non. Dis donc, vous êtes cool ce soir. Je sais pas ce que vous avez. Non, mais elle aurait pu au moins se faire représenter. Ouais. Elle aurait pu au moins se faire représenter. Voilà. Mais c'est vrai que c'est surprenant qu'elle soit pas là. Voilà, écoutez-moi les vraies voix, c'est fini la camomille, on arrête. On va passer au dur. Et autre sujet, le chiffre qui inquiète le secteur du bâtiment. 150 000 emplois supprimés en France d'ici 2025, c'est l'estimation de la Fédération française du bâtiment. À l'horizon 2025, si rien n'est fait, si on laisse la crise du neuf s'enclencher, l'activité bâtiment va reculer d'environ 8%, soit 14 milliards de dollars en moins. S'en suivra une réelle montée des défaillances. D'euros, pas de dollars. Ah oui, c'est dit de dollars. Non, décidément. Voilà, qu'on parle. On parle de Charles III. Donc voilà, ça m'a mis en mode English. En mode English. 14 milliards d'euros en moins. S'en suivra une réelle montée des défaillances, une chute de l'emploi avec près de 150 000. Donc destruction de postes, c'est ce qu'estime le président de la FFB. Oui, on rêve d'ailleurs en pensant que le bâtiment est en crise, alors qu'on nous dit qu'il y a une crise du logement en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait quand même un certain temps. Alors, j'ai quelques petites idées de mesures pour relancer le bâtiment et éviter 150 000 pertes d'emplois. Déjà, remettre la taxe d'habitation pour que les propriétaires ne soient pas les seuls particuliers, ou presque, à payer des impôts locaux, premièrement. Deuxièmement, supprimer l'impôt sur la fortune immobilière qui taxe seulement les propriétaires immobiliers qui, pour nombre d'entre eux, louent des appartements ou des maisons. Ensuite, baisser les impôts sur la location des biens immobiliers. Quatrièmement, mettre un peu la pédale douce sur les nouvelles normes écologiques qui font augmenter fortement le coût de la construction et qui, si on ajoute la hausse des taux d'intérêt, rend l'immobilier neuf inaccessible. Allez, une autre petite mesure. Faciliter les expulsions de mauvais payeurs et autres squatteurs pour redonner confiance aux propriétaires. Et le bâtiment ne connaîtra probablement pas une crise aussi forte. Des mesures simples et de bon sens, mais quand on voit l'usine à gaz de la vente à perte des carburants, simplicité et bon sens, ça ne doit pas faire partie du vocabulaire de nos dirigeants. Vous êtes d'accord? Vous avez oublié le PLU, les gestions des sols. Oui, j'en avais pour un quart d'heure. Vous avez raison. Ouais. Votre inventaire est parfait. Voilà. J'ajouterai un point pour ceux qui jouent le jeu de MaPrimeRénov'. Enfin, qu'on leur fasse un truc qui soit moins un enfer, que ça soit plus fluide, plus simple, plus rapide. Mais c'est ce qu'on appelle une usine à gaz. Bruno, on est en France. Eh bien là, on a un programme en main, il faut aller vendre tes idées parce qu'elles sont parfaites. Oui. Bon, c'est ce qu'il faut. On lance la vente aux enchères. Moi, j'avais une solution, le plein emploi, le plein emploi et le plein emploi. Vous êtes en train de mettre la zizanie dans cette émission. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe, avec Bilger, on parle de quoi avec vous? Nicolas Sarkozy, mauvais génie de LR. Avec vous, la crise migratoire.
crise migratoire. Bruno Cotresse. Immigration, forte compétition à droite dans le cadre des européennes. Sujet passionnant. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. Vous pouvez commenter ici. Vous êtes chez vous. Parlons vrai. On attend que ça jusqu'à 19h avec Philippe David. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Encore une fois, très bien accompagnée cette famille de 5 personnes avec Philippe David, dont les enfants sont ce soir. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur de Française, venue d'ailleurs publier chez Stock. Et Claude, pas du tout. Bruno Cotresse, le petit dernier. Politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. C'est le petit dernier, mais il y a déjà beaucoup de choses dans son escarcelle sur son CV. Et vous, au 0826 300 300, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous posez la question, Nicolas Sarkozy est-il le mauvais génie des Républicains? Nicolas Sarkozy a trahi son camp. Et en même temps, il a été reçu par un certain nombre de députés républicains et il leur a donné un conseil en disant il faut que vous entriez au gouvernement parce qu'alors vous aurez un rapport de force avec Emmanuel Macron et c'est vous qui gagnerez. Alors, c'est prendre Emmanuel Macron pour une chiffre molle. Ça n'est pas du tout évident que s'ils entraient au gouvernement, le rapport de force leur serait favorable. Ma deuxième répudiation et détestation, c'est qu'il s'est permis de traiter François Hollande de manière que je trouve indigne de la part d'un ancien président. Il a dit je ne le hais pas, je le méprise, et il a raconté une anecdote sur le fait qu'à chaque fois qu'il le rencontrait, il lui disait vous avez pris 1 kilo de trop. À la fin, François Hollande en a eu marre, il a dit pourquoi tu me dis ça? Sarkozy a répondu parce que c'est vrai. C'est vraiment minable de la part d'un ancien président. Madi Saïdi, c'est vrai que c'est le niveau cours de récréation. Ah oui, je trouve que c'est méchant, ça rapporte rien au débat et ça élève pas le niveau du débat politique. Bruno Cotresse. Non, effectivement, c'est absolument nul. Je dirais même comme remarque, on n'attaque pas ses adversaires politiques sur leur physique. Ouais, mais bon. Lui, il a tellement souffert d'être traité de nabo. Oui. Il devrait y penser. Hein. Ouais, mais bon, écoutez, vous pensez que c'est le fait de le raconter aussi qui est pas très correct, non? Oui, mais les députés se sont fait un plaisir de le raconter après. Bien sûr. C'était pour ça aussi que c'était pour. C'est ça. Madi Saïdi, vous voulez revenir sur cette crise migratoire? Oui, absolument. Je voudrais parler de cette crise migratoire au moment où le désamour pour la France, notamment en Afrique, est toujours plus grand. Que les coups d'État grandissant évidemment en Afrique. En revanche, les candidats à l'Eldorado en France sont toujours plus nombreux. Et ce qui est surprenant, c'est que je trouve l'Europe démunie. On ne sait pas vers où elle va. La France encore moins. Alors entre Emmanuel Macron et notre ministre de l'Intérieur qui nous disent aucun migrant de Lampedusa viendra en France. Moi, j'ai envie de douter. J'ai envie de douter et ça me choque d'autant plus que je trouve que dans ces négociations, dans ces discussions, on oublie un acteur important, c'est celui des pays d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, les pays d'origine font en sorte que leurs ressortissants s'en vont. Ils s'en foutent, personne ne leur dit rien. Ils viennent en Europe, on leur donne de l'aide au développement, on leur donne de l'argent et on s'en fout, jamais on les met face à leurs responsabilités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'agace. Et les partis politiques, chacun essaie d'avoir le dernier mot. Alors évidemment, il faut surenchérir. On connaît tous le constat, mais aucune solution. Et c'est vraiment quelque chose qui commence à m'agacer fortement. Juste une question, c'est pas le complexe post-colonial qui fait qu'on leur dit rien? Peut-être ça, et puis l'envie d'être aimé par l'autre, en fait. Et en réalité, si c'était ça, ça se saurait. Si ça Bruno Cotresse, ce que dit Madi Saïdi. Oui, c'est clair qu'on retrouve là des débats, là, à nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, absolument sans fin. On a l'impression qu'on est englué dans ce débat, qu'on n'arrive pas à en sortir, mais c'est vrai que là, il prend une sacrée actualité, ce débat. Ce que vivent les Italiens, c'est quand même une tragédie aussi. Les migrants qui arrivent, c'est une tragédie encore plus grande, bien évidemment. Et on voit l'Europe qui, de plus en plus, peine à apporter des réponses claires, lisibles par les citoyens européens, malgré le fait que l'Europe, il ne faut pas non plus exagérer, aide l'Italie à gérer la situation à Lampedusa. Il y a des moyens qui sont dégagés, mais elle semble complètement démunie face à un phénomène que rien ne pourra arrêter. Nous vivons dans un monde interdépendant. Mais Bruno
Bruno Cotresse, quand on écoute ce que dit Madi Saïdi, est-ce qu'il faut mettre effectivement ces pays en face à leurs responsabilités en disant vous ne savez pas les retenir et vous n'avez rien à apporter à votre jeunesse? Peut-être pas en le disant comme ça, en tout cas, mais sans aucun doute, en ayant une politique. Oui, je suis assez cash. Voilà, une politique. Non, mais bien sûr, on a eu une politique effectivement de co-construction avec eux de quelque chose. On voit bien que le problème, c'est effectivement le problème du point de départ. Et Madi a d'autant plus raison, 3 jours avant, Emmanuel Macron avait dit on va gérer ça avec de la solidarité. Autrement dit, c'est l'inverse. Oui. Et Darmanin a raison, mais je me demande même si tout ça est coordonné. Mais est-ce qu'il se concerte ? Vous qui êtes né en Afrique, est-ce que ce flux est tarissable quand on voit l'explosion démographique de l'Afrique ? Et un pays je prends un pays comme le Niger, il était à 5 millions d'habitants il y a quelques années, je crois qu'il est à 22 millions maintenant. Avec un taux de fécondité synthétique, je crois, à 7,1 enfants par femme ou 5,7, c'est-à-dire des taux énormes. Est-ce qu'on peut tarir un tel flot avec une explosion démographique telle ? Alors, d'abord, je suis pas née en Afrique, je suis née en France. Vous étiez une Française née d'ailleurs. Non, mon histoire commence ailleurs. Non, je suis née en France. Alors oui, l'explosion démographique, elle est là. Je pense elle sera pas contrôlable parce qu'on est aussi dans un monde, on vit dans un monde mondialisé. Donc il faut trouver des solutions, peut-être évidemment avec les États d'origine, mais je pense et pourtant. Dans les pays africains, il y a un effort qui est fait. On a beaucoup moins d'enfants aujourd'hui qu'avant. Ne serait-ce qu'au Sénégal, où les femmes avaient 10, 12 enfants. Aujourd'hui, moi-même, je suis assez surprise de voir des femmes avec 3, 4 enfants. Donc, quelque part, elles ont fait des efforts. Néanmoins, je pense que c'est une masse qu'on ne pourra pas contenir. En tout cas, on en reparlera de cette question de l'immigration avec Bruno Cotresse dans quelques instants sur l'immigration avec l'échéance des européennes. Vous restez avec nous 0826 300 300. Vous avez le droit de commenter, bien entendu. On est ravis de vous accueillir sur cette belle antenne Sud Radio jusqu'à 19h avec Philippe David. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger est avec nous, Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, et Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et il y a quelques instants, on parlait d'immigration avec Madi Saïdi. Mais vous, Bruno Cotresse, c'est plutôt la question de l'immigration qui, selon vous, est un élément structurant des élections européennes. Ça va le redevenir. Au fond, on se disait tous, dans le contexte de la guerre en Ukraine, à la fois plus le post-Covid, à la fois les opinions publiques vont sans aucun doute dire il faut le niveau européen parce que la sécurité, la guerre en Ukraine, le Covid, etc. Et tous les spécialistes étaient plutôt sur cette idée de se poser cette question, est-ce que ça va dominer les élections européennes, le conflit en Ukraine et les questions de sécurité régionale. Et puis dans la vie politique française, depuis quelque temps, il y a un bombardement sur la question de l'immigration et toutes les personnalités politiques de droite extrême, de droite, de centre-droit sont en train de revenir sur cette question, et de plus en plus, on va voir que cette question va jouer un rôle central. Elle va sans doute contribuer à cliver encore, comme la question européenne l'a toujours fait, les familles politiques, la droite en particulier. Il y a à la fois des gens qui sont pro-européens et qui trouvent que les modalités de l'intégration sous l'immigration, ça va pas. D'autres qui trouvent qu'ils sont pro-européens et qu'il faut des frontières ouvertes dans tous les sens. Et donc l'Europe va à nouveau être les spécialistes de ces questions. Ils parlent à propos de l'Europe du géant endormi. C'est-à-dire comme une espèce de géant qui est endormi, et dès qu'il se met en réveil, ça commence à faire du dégât autour, et sans aucun doute que les élections européennes vont à nouveau illustrer ça. Mais ça fera jamais consensus, c'est ça le problème? Ah non, ça fera jamais consensus, parce que par nature, l'intégration européenne, elle vient traiter de questions qui font pas consensus, la souveraineté nationale, l'identité, voilà des thèmes qui vont nous faire à la fois une belle campagne électorale, mais sans doute très clivante. Alors le géant endormi, Bruno, à une certaine époque, c'était la Chine, maintenant ce serait l'Europe. Oui. Mais est-ce que vous pensez que c'est les seules élections, finalement, comme les régionales ont été reportées après la présidentielle, si je ne m'abuse, ça va être les seules élections entre la présidentielle de 2027 et la présidentielle de 2022 ? Est-ce que quelque part ça va pas être la seule élection test du deuxième quinquennat de Emmanuel Macron? Et elles vont avoir une grande importance, et j'espère qu'elles mobiliseront tout de même, parce que si là il y avait une véritable désaffection citoyenne, ce sera à désespérer de tout.
Vous voulez réagir avant Mehdi? Oui, petit détail méthodologique important sur ce que vous disiez, Philippe. Ce sont les 2 seules élections en France où on a une circonscription électorale unique, la France. Et donc ça donne à l'élection européenne une dimension tout de suite où on va tout de suite comparer les scores, la présidentielle et ceux des européennes. Oui, comme ça va être la seule élection, je pense que pour une fois, les européennes vont vraiment mobiliser. Parce que c'est l'opportunité pour les Français de dire, de s'affirmer, de parler de sujets qui va les intéresser, en tout cas avant l'étape de la présidentielle, il n'y en aura pas d'autres. Donc l'élection des européennes, ça peut être aussi un test électoral. Même si on est encore loin de la présidence, mais ça peut être un test électoral pour mesurer les forces politiques en présence. Et justement, est-ce qu'il y a des personnalités qui peuvent émerger, Bruno Cotresse, qui pourraient éventuellement aller jusqu'à une autre échéance? C'est sûr que ça donne l'occasion, ce scrutin, qui est un scrutin avec une seule circonscription, donne l'occasion à la tête de liste de gagner beaucoup en visibilité. Par exemple, il y a des personnalités politiques qui sont assez peu connues pour le moment. Par exemple, la personne qui va conduire la liste du Parti communiste, pour le moment, Léon Desfontaines, est assez peu, on va dire assez peu connu. Il y a d'autres formations politiques, par exemple la personne qui va conduire la liste des Verts aussi, Marie Toussaint. Voilà, Marie Toussaint, est assez peu connue. Donc on voit qu'il y a des personnalités qui peuvent gagner beaucoup en visibilité grâce à cette circonscription électorale. Et la liste LR veut trouver un deuxième après Bellamy. Un mot m'a dit. Et je trouve que ça va poser un vrai débat, notamment avec la tête de liste du RN, finalement, qui va être visible. Bardella va avoir une vraie visibilité, ça va le mettre en lumière et on verra ce que ça va donner par la suite. Mais parfois, les européennes, ça peut être un cimetière. Rappelons-nous Michel Rocard, 1994, qui fait un score pire que Tapi et qui est définitivement grillé pour la présidentielle de 95. Est-ce que ça pourrait pas être le destin de certains avec la présidentielle, les européennes de l'an prochain? C'est sûr que si par exemple Marion Maréchal avec Éric Zemmour fait un score catastrophique, ce serait peut-être carrément la fin de Renaud. C'est clair, ça peut planter, ça peut planter effectivement. Après, c'est quand même une jeune génération qui arrive, donc ils ont le temps de se refaire, entre guillemets. Oui, on voit d'ailleurs cette nouvelle génération qui arrive dans plein de domaines de notre vie publique, dans le syndicalisme. La nouvelle leader de la CGT ou de la CFDT, ce sont des femmes, des jeunes personnalités. Donc voilà, il y a un renouvellement qui est en train de se faire. Pareil sur les sujets du climat aussi. Le paradoxe, c'est que l'intérêt pour les européennes ira probablement sur le duo Marion Maréchal-Bardella. Ça va être assez remarquable. Avec peut-être Gérald Darmanin qui va parler d'immigration et qui va remettre tout le monde tout autour de ça. En tout cas, vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir, on va parler anglais. Voilà, je vais vous dire pendant 10 minutes, puisqu'on va revenir sur la visite de Charles III et de la reine la reine Camilla, bien sûr, pour cette petite visite en France. Ce soir, ils seront à Versailles pour un dîner d'État et on va se poser la question avec Maximilien Nadji. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste franco-britannique. Vous suivez forcément la visite de Charles III pour la revue Conflit. Est-ce qu'il se passe, en tout cas, est-ce qu'il se cache quelque chose derrière cette visite d'État ? Je pense qu'il y a la réconciliation. Oui. Alors, on pourrait penser que c'est un grand mot, mais à mon avis, c'est un mot qui, malgré tout, mérite d'être utilisé parce que on a vu beaucoup d'événements ces derniers mois, ces dernières années qui ont bousculé les relations franco-britanniques. On a évidemment le point de départ qui est certainement le Brexit. Il y a eu l'AUKUS, le fameux AUKUS, l'alliance militaire entre les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et puis la Grande-Bretagne. Bon, Emmanuel Macron s'est beaucoup fâché, dès qu'on en reparlera. Je suis déjà trop long, je vois ça. Mais enfin, réconciliation en tout cas, dans un cadre plus détendu certainement qu'une rencontre entre deux chefs d'État, enfin en l'occurrence c'est 2 chefs d'État, mais le chef d'État français et le Premier ministre. Thank you, sir. You're welcome. Oh, fantastic. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Remarquablement bien accompagné ce soir avec Philippe Bilger, Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, et Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et puis tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Et donc ça devait être sa première visite à l'étranger en tant que roi. C'était il y a 6 mois. Mais la crise sociale liée aux retraites on avait décidé autrement. Cette fois-ci, c'est la bonne. Charles III a bien atterri en France et en début d'après-midi, accueilli pour une visite de 3 jours au programme. Un dîner somptueux, visiblement prévu à Versailles, un passage à l'Arc de Triomphe et à Notre-Dame. Et au marché aux fleurs, Elisabeth II, Philippe. Oui, Cécile. Et est-ce que cette visite du souverain britannique en France peut resserrer le lien avec la France après le Brexit? Certains avaient dit que l'Angleterre, le Royaume-Uni avec le Brexit avait choisi de s'éloigner de l'Europe, mais le pays le plus proche quand même, physiquement, c'est la France. Il y a à peine 30 km dans le Pas-de-Calais. Est-ce que pour vous, Charles III vient... Tiens, puisque pour vous, l'Angleterre, c'est un pays ami, ou est-ce que c'est la perfide Albion, ou est-ce que c'est cette relation d'amour-haine qu'on a entre Français et Anglais, surtout en période de Coupe du Monde de rugby? Appelez-nous au 0826 300 300. Avec ce très beau tweet de Ludovic qui nous dit: au rugby, le roast beef doit être bien ficelé. En voilà un qui n'oublie pas. Ça, c'est un fan de rugby, on le sait, on le sait. Et pour en parler avec nous, Maximilien Nadji, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on dit Nadji, voilà. C'est pas facile à prononcer, hein, je conçois bien. Et ce soir, on dit good evening. Oui. Good evening, absolument. Nice to play. Enfin bref, on s'en fout. On aura essayé. Journaliste franco-britannique, qui suit la visite de Charles III dans la revue Conflit. Philippe Bilger, forcément cette visite, on va forcément chercher quelque chose derrière. Elle n'est pas gratuite, elle devait être là à 2 reprises. Finalement, ça y est, elle est organisée. On attend quoi de cette Justement, Cécile, au risque de créer une petite dissidence dans ce débat passionnant, à la limite, même si la France n'y trouve pas son compte, et si derrière il n'y a pas une finalité politique de réconciliation liée au Brexit, ou peut-être des mésententes qui ont été plus ou moins cordiales, de toute manière, je trouve que la venue durant 3 jours du roi Charles III avec la reine consort va introduire dans notre monde démocratique une forme presque de légèreté, d'allure et de gratuité. Je veux dire, de toute manière, ça va permettre sans doute aux Français d'oublier que la France va mal et nous détourner d'une hostilité majoritaire à l'égard d'Emmanuel Macron. Je crois que ça va surtout avoir un usage interne. Madi Saïdi. Alors je sais pas, alors évidemment c'est beau, c'est une belle visite et je trouve que ça rapproche les peuples. En revanche, sur la question de l'hostilité, je suis pas sûre quand on a entendu l'accueil des quelques militants qui criaient Macron démission. Macron démission. Je suis pas sûr que ça rapproche... Bruno Cotresse, qui lui a des liens avec l'Angleterre. Ouais, clairement. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de sujets quand même. Il y a bien sûr le côté symbolique, ça c'est toujours important. Ouais. En politique, le symbole c'est très important. Les visites de chefs d'État, il y a tout un protocole, tout un cérémonial qui est vraiment très 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 important. Mais il y a quand même beaucoup de sujets sur la table. Il y a les échanges économiques. Post-Brexit, autant que je me rappelle, on est des partenaires économiques très importants l'un de l'autre. Il y a la question, bien sûr, du contrôle aux frontières également. Il y a beaucoup d'insatisfaction du côté français, en particulier sur les conséquences du Brexit, sur le contrôle aux frontières dans l'entrée au Royaume-Uni. Pourtant, la France a recruté des douaniers, des policiers en nombre pour gérer cette situation, mais il y a beaucoup de mécontentement. Et il y a des gros sujets aussi qui sont des sujets de politique internationale sur lesquels les 2 pays ont quand même pas mal d'accords, qu'il s'agisse de la question de la Russie, de l'Ukraine ou d'autres questions géostratégiques sur lesquelles les 2 pays quand même partagent pas mal. Donc voilà, en toile de fond, même si c'est le monarque et non pas le Premier ministre qui est reçu, ou là directement ces sujets seraient sur la table, ça contribue un petit peu à aller dans ce sens-là. Maximilien Nadji, pour réagir par rapport à ce qu'on dit les vraies voix, notamment le dissident Philippe Bilger. Là, il s'est pris pour Solzhenitsyn. Non, mais c'est un équilibre. C'est effectivement, l'enthousiasme est important, mais parfois il faut rappeler, faut faire un retour à la réalité aussi. Non, je crois que comme dans tout sommet diplomatique, surtout de cette nature-là, entre un roi et un président, il n'y aura pas de grandes décisions qui seront prises. On ne va pas avoir un accord sur 480 millions de livres de transférer la Grande-Bretagne à la France pour la construction d'un centre de rétention de migrants dans le Nord-Pas-de-Calais, pour le recrutement de douaniers supplémentaires. Non, mais en revanche...
c'est une occasion de communication remarquable, et la communication en diplomatie, c'est fondamental. Premier point. Et deuxième point, je crois que le roi, qui a un rôle de conseil auprès du Premier ministre, le Premier ministre vient le voir de manière hebdomadaire pour lui faire un compte-rendu, et le roi lui donne, dans la mesure de ses prérogatives, quelques suggestions. Eh bien, avec cette rencontre détendue, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Emmanuel Macron et le roi, qui semblerait-il s'entendent assez bien, il y a des chances que des sujets qu'on a abordés, la question migratoire, la question de l'éventuel rapprochement, un nouveau rapprochement entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, puissent être abordés de manière peut-être plus paisible, plus apaisée. Justement, pour poursuivre ce que Bruno a évoqué, est-ce que ça pose un problème au roi dans la structure de la Grande-Bretagne? Jusqu'où a-t-il le droit d'aller dans les discussions? J'allais dire, mais absurdement, puisque vous démontrez le contraire, j'allais dire, il n'y aura rien de politique, puisque précisément, il n'a pas le droit d'en faire. Alors, comment articule tout ça? Bon, je crois que les sujets de conversation porteront sans doute sur les sujets sensibles d'immigration, économique et autres. Ensuite, le roi, il a ses sujets préférés aussi. L'écologie, par exemple. L'écologie, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ce soir, cet après-midi. Le jardinage. Voilà, où ils sont. Alors oui, il y a le jardinage, il y a aussi le colloque, cette clôturation du colloque au Muséum d'histoire naturelle consacré à l'environnement. Bon, ils vont pas passer des heures à discuter non plus. Enfin, ils se sont vus cet après-midi, c'est vrai. Mais ensuite, le roi Charles va à Bordeaux vendredi. Le banquet à Versailles, vous pensez bien que la conversation portera peut-être davantage sur les plantes et sur les chiens. Ce sera plus léger. Et la sauce au champagne. On a entendu la composition d'Yannick Aleno, ça mettait en appétit. Oui, et les langoustes bleues. Pour revenir, excusez-moi, merci. Pour revenir sur l'ère Liz Truss, qui est quand même qui a un passage éclair en tant que première ministre, qui ne savait pas répondre si finalement le Royaume-Uni était un ami de la France. Aujourd'hui, le nouveau, en tout cas Rishi Sunak, a changé ça. On sent que c'est plus facile et que les relations se sont moins tendues. Absolument. Rishi Sunak est un profil assez proche d'Emmanuel Macron. On leur a suffisamment dit depuis le mois de mars où ils se sont vus. Deux hommes d'affaires, deux banquiers d'affaires qui ont des parcours d'études assez semblables par conséquent et qui ont un âge rapproché, qui voient peut-être le monde de manière assez proche aussi. Rishi Sunak. Oui, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé en fait? C'est-à-dire entre le pratiquement pas et le presque très bons amis, qu'est-ce qui a changé? Bon, je crois que c'est des personnalités, et en diplomatie, c'est fondamental. Pas tout n'est une question de grand raisonnement. Rishi Sunak est un homme qui est beaucoup plus pragmatique que son prédécesseur. Il est beaucoup moins dépendant de Boris Johnson au niveau de ses alliés politiques, au niveau du discours qu'il doit tenir par rapport au Brexit. Il reste ferme sur la question. Alors que son adversaire travailliste qui est venu à Paris hier, c'est un peu culotté pour un adversaire travailliste, il vient la veille du roi d'Angleterre, et c'est la une dans plusieurs journaux aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'était cette visite entre eux. Et ils en disaient quoi, les médias britanniques? Alors en l'occurrence, les deux grands journaux qui ont parmi les deux plus grosses diffusions, c'est les deux quotidiens, le Daily Telegraph et le Daily Mail, n'ont pas été très positifs et ont simplement expliqué que Keir Starmer, le fameux leader travailliste, se cherche bien sûr une stature internationale parce qu'il espère fortement gagner les prochaines élections qui ont lieu l'année prochaine, au plus tard au mois de décembre. Bruno, ça part pas mal pour le moment. Oui. Voilà, pour les travaillistes britanniques, c'est vrai, après une longue période de disette, on va dire 14 ans électorale. Oui, j'avais une question qui était sur la question du Brexit. Dans une enquête que nous avons réalisée à Sciences Po il y a un an à peu près, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, pour les Britanniques, on leur a demandé la question s'ils avaient des regrets. Et c'est vrai que l'opinion sur les regrets était quand même assez importante. Elle crève pas les plafonds non plus, mais autant que je me rappelle, on était au moins la moitié ou un peu plus de la moitié des Britanniques interrogés qui disaient oui, on a des regrets. Est-ce que ces regrets, c'est un peu superficiel puisqu'il y a un coût important, ou est-ce qu'il y a vraiment un sentiment dans le public? En fait, on a eu une discussion tout à l'heure sur l'appartenance à l'Union européenne. Je crois que la même question s'est posée pour les Britanniques et se pose depuis longtemps. Quel est ce lien? On sait qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne beaucoup plus tardivement.
Je crois qu'il y a des regrets, en particulier parce que la situation économique n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne ici non plus à cause de l'inflation. Je pense que c'est ça. Donc évidemment, on voit une situation économique qui ne va pas bien. On voit que le coût du carburant est très élevé. La vie quotidienne ne va pas très bien. Donc bon, il faut un bouc émissaire. Le Brexit peut servir de bouc émissaire. Pour avoir été à Londres 3 ou 4 fois pour des séjours plutôt longs cette année, et avoir fait des courses quotidiennement, j'ai pas un sentiment que les prix soient excessivement élevés par rapport à ici. Je suis pas sûr que la sortie de l'Union européenne ait été une cause d'explosion du coût de la vie. Bon, parce que c'est souvent ça qui, je crois, provoque des regrets. Alors, je termine là-dessus très vite parce que je suis un peu long, mais pas du tout. Je crois que thank you, so grateful. Je crois que deuxième point, il est vrai que l'Union européenne avait un nombre d'avantages assez conséquents pour la Grande-Bretagne quand même, et que les promesses, et je crois que c'est là le point central, que vous avez, je pense en partie souligné, les fameuses promesses de Boris Johnson et de Michael Gove, qui est un ministre qui était l'autre grand promoteur du Brexit. Bon, les promesses d'une vie meilleure, d'une dette remboursée, enfin... D'une liberté retrouvée, peut-être. On voit que l'immigration ne baisse pas, même si les entrées sur le territoire britannique sont beaucoup moins élevées que les entrées en France. Elle a baissé un peu cette année à cause du mauvais temps qu'il a fait dans la Manche, mais enfin, l'immigration ne baisse pas beaucoup. Le coût de la vie non plus. Le NHS, la sécurité sociale locale, vit une crise qui empire. Bon... La situation, effectivement, n'est pas rose. Est-ce que tout est lié à la sortie de l'Union européenne ? Je crois que c'est vraiment la question à poser. À mon sens, non. Ensuite, on ne peut pas nier qu'il y a des facteurs qui y soient liés, bien sûr. 0826 300 300, une réaction d'Arnaud. Du Morbihan, donc on passe de la Grande-Bretagne à la Bretagne. La petite Bretagne. Juste Bretagne, on peut dire. On peut dire que je pense que la visite du roi est une visite essentiellement culturelle, parce que déjà le pouvoir politique du roi au niveau de l'Angleterre, de son pays, est assez limité sur le plan diplomatique. En revanche, sur le plan culturel, c'est des liens historiques extrêmement forts entre l'Angleterre et la France. Il ne faut pas s'étonner qu'il aille dans le Bordelais où il y a toujours une présence anglaise historique depuis des siècles. Donc on apprécie que nos chers voisins anglais viennent nous rendre visite. Oui, absolument, Arnaud. Bruno Cotresse, vous qui connaissez bien le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'eux finalement ? Si on devait aller chercher le meilleur d'eux, ce serait quoi aujourd'hui ? Une Coupe du Monde de rugby parce qu'ils l'ont gagné. J'ai toujours trouvé quelque chose d'assez fascinant dans le Royaume-Uni. C'est à la fois un peuple profondément patriote, sont très cocardiers, très patriotes et en même temps incroyablement internationaux. Londres est une capitale qui a une dimension internationale bien supérieure, me semble-t-il, à Paris. Très cosmopolite. Et donc voilà, il y a cette dimension. L'autre chose, c'est la relation fondamentale du Royaume-Uni à son Commonwealth. Faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes Britanniques qui commencent leur vie professionnelle dans des pays du Commonwealth. J'ai pas entendu beaucoup, moi, de jeunes Français dire mon rêve, c'est de commencer ma vie professionnelle, je sais pas, dans un pays de la francophonie, par exemple. Et ça, je trouve que c'est un point faible en France. Et à votre avis, Bruno, et bien sûr notre invité, est-ce qu'on peut penser à une forme de courtoisie démocratique chez eux que nous n'aurions pas ? Est-ce que ça pourrait représenter un modèle ? Alors, la vie politique britannique, ça saigne quand même pas mal. Oui, ça saigne pas mal. Ensuite, je crois qu'il y a moins de division. C'est-à-dire qu'il y a 2 partis, il y a 3 partis. Bon, il y a un parti qui est un parti pivot, qui fait parfois des coalitions. Ah, pardon, merci, qui fait parfois des coalitions. Un parti pivot, les libéraux-démocrates, les Dems. Bon, je crois qu'il y a malgré tout, il y a moins de violence parce qu'il y a moins de division et moins de partis. Ce qui ne veut pas dire qu'au sein des partis, et c'est là où c'est important, on se rejoint. Au sein des partis, en revanche, ça peut frapper très fort. Je crois qu'on l'a vu sur la question du Brexit, au sein du Parti conservateur, les divisions étaient
beaucoup plus forte qu'au sein du Parti travailliste. Et le débat n'a pas cessé, et je termine là-dessus, depuis 2016. J'ajoute un codicile. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre aux Britanniques? C'est vrai que dans la vie politique britannique, quand on perd aux élections, généralement on quitte la scène. Oui. Absolument. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est ce qu'il faudrait faire chez nous, vous trouvez? Ah oui, je trouve que c'est pas mal. Mais pour ça, il faut avoir des candidats. C'est quand même royal, par exemple. C'est un message subliminal, je pense, et pour Ségolène, et pour Nicolas Sarkozy. Oui, absolument. Mais quand même, la monarchie britannique, il y a d'autres monarchies. Le Royaume-Uni a dominé le monde un siècle après la France. La France l'a dominé un siècle après l'Espagne. Et pourtant, par exemple, la monarchie espagnole, ça fait absolument pas rêver le monde, contrairement à la monarchie britannique. Elle a été renversée. Oui, mais elle a été renversée. Elle est revenue, effectivement. Mais elle est revenue. Pourquoi cette fascination planétaire pour la monarchie britannique? Ça, c'est une question que je me pose. Je pense qu'on n'aurait pas eu cette fascination au XVIe siècle, par exemple, parce que la Grande-Bretagne, c'était une île assez pauvre. Enfin, il y avait bien sûr du commerce avec la France, notamment, du vin, bon. Mais il y a eu l'Empire. Et ce qu'ils ont réussi à faire, je crois, par rapport à la France, ensuite, il y aura des divergences entre historiens, c'est à conserver des liens plus que cordiaux avec beaucoup de pays de leur empire. Et donc, on a tous les ans, au mois de mars, un Commonwealth Day, avec une grande journée à Londres, un office religieux à l'abbaye de Westminster, un défilé des drapeaux. Pour le couronnement, il y avait un défilé des drapeaux du Commonwealth, et derrière le Premier ministre qui est indien, avec une épouse indienne d'origine, elle aussi. Bon, on a une fascination qui je crois, existe parce qu'il y a tellement d'influence culturelle, un soft power très important. Ça me paraît fondamental comme point. Pardon Cécile, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire qu'on n'a pas su faire? Eh bien, je crois que la monarchie a réussi à comprendre ce que son rôle devait changer avec le temps. Et que pour rester une monarchie contemporaine, c'est pas facile. Et pour rester une monarchie en même temps qui rayonne, il fallait allier la tradition, la pompe, et en même temps l'accessibilité par rapport au public. Vous imaginez un couronnement en France, enfin... Personne ne pourrait envisager ça. Je veux dire, c'est les Britanniques, eux, l'envisagent. Et petite dernière question sur l'héritage, forcément, de Charles III par rapport à Elisabeth II. Aujourd'hui, la transition, voilà, c'est. Et là, quelle image on a aujourd'hui de Charles III en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne. Elle est très bonne. Évidemment, Elisabeth II avait un prestige que Charles III ne peut pas avoir tout de suite, et peut-être qu'il l'aura jamais d'ailleurs. Hein. Mais il a incarné la continuité dès son premier message auprès des Britanniques. C'est quelqu'un qui est très affectueux. On a vu les poignées de main là. En fait, il attire la sympathie, véritablement. Et les poignées de main devant le palais de Buckingham quand il revenait d'Écosse, c'était quelque chose de spontané qui n'était pas prévu. Donc les gardes du corps sont toujours un peu tendus là, mais c'est ça qui fait que le roi est apprécié. Et je crois qu'il parvient à trouver son rôle à lui, sa personnalité, qui fait que la transition, je crois, entre Elisabeth II et lui se passe assez bien. En fait. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maximilien Nagy, journaliste franco-britannique qui suit les visites de Charles III pour la revue Conflit. Merci beaucoup, mes amis. Merci Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Déjà fini. Oui, déjà. Merci beaucoup, Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence. Merci Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et merci à vous au 0826 300 300. Dans un instant, on va réfléchir à un sujet très important avec Philippe Bilger. On va parler de l'intelligence artificielle et l'emploi. Est-ce que vous avez peur de perdre votre travail? Est-ce que vous avez peur de cette transition? Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que d'ailleurs vous savez ce que c'est? En tout cas, on vous expliquera tout dans un instant avec nos invités. Nos invités et trois excellents invités. On aura Laurent Alexandre, Jean-Gabriel Guénassia et Nathan Bonnet qui connaissent tout sur l'intelligence artificielle. Et on en parle dans quelques instants. Et ma chère Cécile, je note que vous avez parlé de moi parce qu'elle est artificielle. Voilà. Alors que moi, c'est l'intelligence naturelle. Allez, merci,